Bonjour à tous, je suis Claire Delongeau, la directrice de Muséum Connexion. Bienvenue dans ce nouveau meet-up de Muséum Connexion. Aujourd'hui, on vous propose de parler de présence virtuelle à l'heure de la réouverture des musées. Vous avez été très nombreux à proposer à vos publics des visites virtuelles de vos lieux. Qu'en est-il de la pérennité de ces offres? Et pour ça, je suis très heureuse d'accueillir Scarlett Greco de Paris Musée et Patrick Bergeot du Centre des Monuments Nationaux. Un très grand merci à tous les deux pour votre participation aujourd'hui. Une petite information pratique avant de laisser la parole à Antoine Roland. Vous êtes nombreux à nous suivre sur YouTube, en ce qu'on appelle nous en auditeur. Si vous souhaitez participer au débat et pouvoir poser vos questions, on vous propose de nous rejoindre sur Zoom. Le lien de connexion est affiché dans le chat de YouTube. Voilà. Je laisse la parole à Antoine. Très bon meet-up à tous. Oui, à tous. Très heureux de poursuivre ce cycle de meet-up, donc cette fois-ci avec le Centre des Monuments Nationaux et Paris Musée pour initier une réflexion sur la pérennisation des offres en ligne qui ont pu être développées en fait durant l'année passée dans des conditions assez inédites. Bien sûr, ce n'est qu'un début, il y aura beaucoup de choses à dire et à suivre en fait dans cette pérennisation. Toujours est-il que voilà, l'idée c'est de commencer à poser un petit peu des jalons sur la façon dont on peut contribuer à développer et mieux équilibrer finalement la présence en ligne et la présence physique. Donc, nous avons le plaisir d'accueillir dans le cadre de ce meet-up en fait deux institutions, deux représentants d'institutions en fait qui sont deux têtes de réseau. L'une qui est le Centre des Monuments Nationaux, qui est composé de 100 monuments en France, qui regroupait environ 9,9 millions de visiteurs en 2019, donc qui est un réseau extrêmement diversifié, présent dans quasiment toute la France et qui accueille notamment 492 000 scolaires. J'y reviendrai, c'est un chiffre qui est potentiellement assez important au vu des projets notamment qui sont portés actuellement par le CMN. Et de l'autre côté, nous avons Paris Musée, donc un établissement public donc, qui fédère les 14 musées de la ville de Paris et donc qui a été créé en 2013, qui notamment accueille environ 3 millions de visiteurs, dont plus d'1 million dans les collections et 744 000 dans les expositions temporaires. 8 millions de visiteurs sur les 19 sites internet des différents musées de la ville et des sites patrimoniaux qui y sont gérés, 1,7 million d'inscrits en fait sur les 36 réseaux sociaux. Donc voilà quelques chiffres en fait pour vous positionner ces deux réseaux. Ces réseaux en fait, ces têtes de réseau ont pour objectif donc notamment de valoriser les collections ou les monuments en fait qui composent ces établissements, ont pour objectif aussi de développer des programmations assez ambitieuses d'exposition, et ont pour objectif d'améliorer la présence en ligne et la visibilité, le rayonnement de ces différents monuments et différents musées, et contribuent en fait assez largement à élargir et à diversifier les publics. Donc, dans le cadre de ces missions, notamment dans des conditions assez particulières que sont celles que vous connaissez donc en 2020-2021, différents projets ont été menés pour enrichir finalement l'offre à la fois du CMN et de Paris Musée sur différents volets. Tout d'abord, du côté des centres des monuments nationaux, des visites guidées à distance qui ont été lancées officiellement au mois de mars, aussi bien auprès du grand public qu'auprès des scolaires, qui réunissent 12 monuments, donc ça a été l'objet d'une expérimentation. 30 médiateurs qui ont été mobilisés. En termes de résultats, mais ça on pourra en reparler avec Patrick Bergeot, on a plus de 161 visites scolaires ont été réalisées, 29 visites ont été réalisées pour le grand public. Deux formats en fait sont envisageables donc sur ces visites guidées, un parcours live stream sur Zoom avec un ensemble de monuments et puis des conférences 360. Donc tout ça, en fait, on aura l'occasion d'y revenir pour notamment affiner peut-être les différents formats qui y sont proposés. De l'autre côté, Paris Musée, donc, qui avait développé depuis quelques années une offre de cours en histoire de l'art qui
avait fédéré en 2019 plus de 5500 auditeurs, 5500 places qui ont été attribuées pour les Paris de l'Art. Et durant cette année un peu particulière, ces cours d'histoire de l'art, en fait, ont été donc proposés à distance, en ligne, aussi. Donc les cours sont enregistrés le vendredi soir et mis à disposition le mardi matin. Et cette offre en streaming et ou en VOD, exactement comme sur d'autres plateformes de streaming que vous avez peut-être écumées durant ces derniers mois, va être proposée de plus en plus de manière pérenne, à l'instar d'ailleurs de ce que va faire le CMN sur les visites guidées à distance. Par ailleurs, en termes de nouveaux formats, au-delà de ces conférences en ligne, il y a aussi tout un ensemble de doubles numériques qui sont prévus en fait, dans le cadre d'expositions, notamment un double numérique d'exposition assez ludique, que je vous invite à découvrir et qu'on aura l'occasion de partager, notamment durant cette interview, qui permet, dans le cadre de l'exposition Ambroise Vollard, de pouvoir créer, par exemple, son édition limitée. On aura l'occasion d'en reparler avec Scarlett. Donc, nous avons le plaisir d'accueillir Patrick Bergeau du côté du Centre des Monuments Nationaux, qui reviendra sur ses visites guidées à distance, et de l'autre côté, Scarlett Le Greco, qui partagera aussi bien les projets sur la mise en ligne en fait, de ces cours d'histoire de l'art, comment en fait, tout ça a été construit, s'est développé, s'est diffusé, quels en sont les résultats. Et puis, on évoquera aussi les doubles numériques qui ont été développés par Paris Musée dans le cadre de leurs expositions. Donc des projets particulièrement pertinents, intéressants, qui ont été quelquefois insufflés par la crise, quelquefois accélérés, quelquefois en fait, ils n'ont pas été forcément impactés plus que ça par la crise, mais en tout cas, il a fallu peut-être un peu plus les adapter. Donc tout ça, on va l'interroger pour voir en fait finalement comment on peut pérenniser en fait ces différents formats. Donc, ce que je vous propose, pour commencer, déjà, on va peut-être commencer d'abord par Patrick. Est-ce que vous pouvez revenir déjà sur la jeunesse du projet des visites guidées à distance? Comment en fait est née cette idée? Est-ce que la crise en fait a eu un effet particulier en fait dans cette idée-là? Et après, je poserai la même question à Scarlett. Oui, alors bon, c'est une idée qui avait le Centre des Monuments Nationaux depuis longtemps, et en particulier Abdelbed Fauchien, qui est la responsable de la mission en charge de l'innovation et du numérique. Mais clairement, la crise a déclenché le projet, hein, puisque la problématique à la base, la question qui s'est posée à la base, c'était comment le CMN pouvait garder le lien avec ses publics scolaires, hein, 492 000 en temps normal, et aussi avec les publics étrangers. D'où l'idée de dire, nous allons expérimenter les visites guidées à distance. Il y a eu aussi des demandes que nous avons eues justement d'établissements scolaires, et c'est comme ça que le projet est né, hein. À la fois de demande, de la volonté de maintenir ce lien, et puis aussi, on va dire, de la volonté de certains médiateurs de nos monuments d'expérimenter d'autres formats. Merci. Côté Scarlett, donc comment avez-vous envisagé finalement le streaming de ces différentes conférences en histoire de l'art et idem pour les doubles numériques en fait, des expositions? Est-ce que ce sont des projets qui étaient déjà en fait, finalement à l'œuvre avant la crise sanitaire, ou est-ce que la crise sanitaire a eu un impact particulier vis-à-vis de ça? Alors, concernant les cours d'histoire de l'art, nous avions en tête depuis plusieurs années de les mettre en streaming, de donner accès à distance à ces cours pour élargir le public qui était essentiellement présentiel. Et c'est vrai que la crise a été l'occasion d'activer cette mise en ligne des cours pour la 3e saison, pour la rentrée de septembre. Donc, on a travaillé dessus dès la fin juin pour être prêt pour la rentrée de septembre. Et puis côté mini-site, nous avions déjà aussi réalisé des sites en ligne liés à des expositions, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on le pense de plus en plus, et on prévoit de réaliser davantage de dispositifs numériques qui peuvent être présents in situ, mais qui sont aussi disponibles à distance sur le format site responsive.
Merci. Donc, on le voit effectivement dans vos réponses que globalement, en fait, la crise a eu un impact finalement relativement limité, ou en tout cas a pu peut-être accentuer des projets déjà à l'œuvre en fait initialement, et qui contribuent finalement aux missions de vos différents établissements, et servent les différents publics euh, les différents publics de ceux-ci. Par rapport à la façon dont vous avez conçu en fait ces différentes offres, comment en fait vous avez créé ces offres? Qui avez-vous mobilisé en fait pour les développer? Et notamment, peut-être j'aurais une question plus spécifique sur les publics Situe, mais que vous avez associés éventuellement. à distance sur le format site responsive. Merci. Donc, on le voit effectivement dans vos réponses que globalement, en fait, a priori, la crise a eu un impact finalement relativement limité, ou en tout cas a pu peut-être accentuer. Voilà, je pense que c'était effectivement un micro qui était pas fermé. Donc, je reviens sur ma question, excusez-moi. Donc, par rapport à celle-ci, donc effectivement, déjà, en fait, comment vous avez conçu ces offres? Comment éventuellement aussi vous avez associé finalement ces publics que vous évoquiez dans la réalisation de ces différentes offres? Est-ce que vous avez fait des tests, expérimenté? Si vous vouliez revenir un peu sur les conditions d'expérimentation de ces projets. Peut-être Patrick, si vous voulez commencer? Alors, nous avons fait le choix. A priori, la crise a eu un impact. Ouais, nous avons fait le choix dès le début de partir sur un mode expérimental, dans une logique d'expérimentation, puisque après une phase initiale où nous avons fait l'état de l'art du marché, regarder ce qui se faisait dans d'autres Je institutions. reviens sur ma question, excusez-moi. Nous avons pris une part d'y dire nous allons expérimenter. Donc, d'une part, avec les monuments qui étaient volontaires, puisque c'était une condition sine qua non de dire nous travaillons qu'avec les monuments qui étaient volontaires, donc tout particulièrement avec les chargés d'action éducative, hein, c'est réellement eux qui ont été les fers de lance du projet. Et d'autre part, oui, donc quand nous étions en mode expérimentation, la condition, c'était que les visiteurs remplissent un questionnaire. Donc nous avons élaboré des questionnaires pour les trois types de visiteurs, puisque donc, nous avions le public scolaire, donc nous avions un questionnaire avant et après visite pour les enseignants. Au bout de quelques visites, nous avons aussi élaboré un questionnaire pour les élèves, car nous nous sommes rendus compte que les élèves n'avaient pas forcément le même avis que les enseignants. Et bon, j'avoue que c'était extrêmement intéressant et parfois très touchant d'avoir leur avis, parce que ça vient du fond du cœur. Et pour les individuels aussi, bien sûr, un questionnaire pour les organisateurs, puisque pour les individuels, nous avons surtout travaillé avec des groupes constitués, avec les responsables de groupe et les individuels. Et bien sûr aussi, nous avons procédé à des interviews. C'est quelque chose auquel je ne m'attendais pas du tout, c'est que nous avons eu ce que j'appelle des récidivistes, c'est-à-dire des gens qui ont fait plusieurs visites. Nous avons même eu une classe en Finlande qui a visité 8 monuments. Donc, nous les avons interviewés donc à froid et à chaud, et même chose avec les visiteurs individuels. Voilà, ce qui permettait de comparer à la fois les formats, puisque nous avons donc testé plusieurs formats, et aussi de comparer aussi les modes d'intervention, les modes de médiation, puisqu'il y a l'aspect technique et l'aspect médiation. Oui, ce qui est intéressant dans votre projet, c'est que vous avez testé effectivement pas mal de formats, pas mal d'offres proposées par des startups assez variées. Donc, est-ce que vous pourriez un peu nous lister en fait ces différentes startups en fait avec lesquelles vous avez pu travailler sur cette offre de visite à distance? Ouais. Donc, nous avons donc testé donc le format live stream, où le médiateur filme et commente en direct. Bon, avec plusieurs petites variations aussi, hein, puisque l'idée, c'était vraiment chaque monument proposé, et voilà, et on essayait, et voilà, on corrigeait le tir avec une amélioration continue, un processus d'amélioration continue. Donc, côté, évidemment, nous avons travaillé avec des startups qui nous ont fait des captations de monuments. Donc, nous avons testé avec MyTourLive une captation vidéo 360 au Château d'If. Nous avons testé aussi la captation photogrammétrique de type Matterport. C'est ce que nous avons fait au Mont-Saint-Michel avec Notorious, et à la conciergerie avec Viséo.
Nous avons fait aussi de la captation photogrammétrique à base de 3D Vista, ce que nous avons fait à l'Arc de Triomphe avec IMA Solutions. Nous avons aussi fait de la captation, donc c'est de la photo à Zelle Rideau avec plutôt du KR Panneau. Nous avons fait aussi du Matterport d'ailleurs avec Explore, j'avais oublié. Et nous avons fait aussi, alors ça c'est un projet complètement original, qui est un projet éducatif avec la Seine-Saint-Denis, où là c'est un photographe qui a travaillé avec des jeunes, qui a fait quelque chose à base de photos, de vidéos, c'est d'ailleurs très très beau. Alors ça a permis de tester à la fois de la vidéo, de la photo, de tester des modes où nous partagions la captation 360 par Zoom et des modes comme à IF ou au Panthéon ou à l'Arc de Triomphe où nous utilisions une plateforme intégrée qui permet, je veux dire, aux visiteurs d'être acteurs de la visite, de se promener dans l'image 360. Donc, effectivement, ça nous paraissait intéressant de voir finalement la pluralité, la diversité des types de visites que vous avez pu tester, ce qui peut être assez inspirant aussi pour d'autres institutions culturelles qui auraient éventuellement des velléités pour développer ce type de projet, et elles sont assez nombreuses. Côté Paris Musée, donc ça peut être l'occasion de revenir aussi sur la conception déjà du streaming des conférences. Scarlett, je vous propose peut-être déjà de présenter peut-être un petit peu votre service et comment en fait vous travaillez avec les différents musées et comment vous avez conçu finalement pour commencer cette œuvre de streaming. Et après, on passera sur le double numérique, s'il vous plaît, l'exposition. Oui, tout à fait. Donc, Paris Musée donc, est l'établissement public qui gère les 14 musées de la ville de Paris. Dans les 14 musées, il y a donc les conservateurs, des référents publics, des référents en communication, voilà, le corps scientifique et des relais publics communication. Néanmoins, toute la partie numérique se place au niveau de l'établissement public Paris Musée, donc un service numérique pour les 14 musées. Donc, c'est dans ce contexte-là que nous développons donc tous les dispositifs numériques pour les 12 musées et 2 sites patrimoniaux de la ville de Paris. Ensemble, puisque nous sommes un seul et même établissement public représentant à peu près 1000 agents. Au niveau de comment est-ce qu'on a construit le streaming, alors nous nous étions fixés comme objectif de vraiment à la fois fluidifier au maximum l'accès à ce streaming, puisque c'est un accès payant, et c'est là toute la complexité du projet, tout en restant sur notre base billetterie. Et c'était là une forme d'expérimentation, et c'est de trouver un moyen qui permette, en passant par notre billetterie, sans une société tierce, de pouvoir accéder aux cours de manière sécurisée et que l'établissement public puisse percevoir l'intégralité des recettes de cette façon-là. Donc, ça a été un travail avec nos prestataires existants, puisque nous sommes vraiment partis de l'existant, donc à la fois du côté de notre site web et du côté de notre billetterie, pour essayer de trouver un moyen de sécuriser cet accès lorsqu'on a payé son billet et de ne pas pouvoir communiquer cette URL si on n'a pas payé son billet. On a bien sûr étudié la possibilité de passer par YouTube, par Dailymotion, par d'autres formats, mais qui ne nous convenaient pas pour cette partie perception de recettes. Donc, je crois avoir répondu à la première question. Et puis la seconde sur les mini-sites, les sites liés au dispositif numérique qui étaient, par exemple, pour les Alberts, l'exposition au Musée d'Art Moderne, nous avions déjà, il y a 3 ans, évoqué une formidable table tactile centrale dans l'exposition qui n'a pas pu être mise en place. Donc, il a fallu retravailler ce dispositif qui devait être disponible sur place, donc avec d'autres fonctionnalités liées aux objets autour. Il a fallu le construire de manière indépendante, donc plutôt sur le format web, avec du coup un autre prestataire, notre prestataire en charge de nos sites web, et d'adapter le contenu prévu à la consultation à distance. Voilà.
Merci. Ce qui est intéressant, c'est effectivement dans les deux projets que vous avez, enfin, dans les différents projets que vous avez présentés, ce qu'a été Patrick, c'est qu'il y a cette notion aussi de monétisation, hein, sur laquelle il y a eu beaucoup d'articles qui ont été écrits, où il y a eu en fait beaucoup de retours, parce que c'était relativement inédit que de lancer des offres payantes en ligne. C'est peut-être un des impacts de la crise, même si ces offres-là, en fait, euh, aurait pu être développé en fait euh, sans forcément que la crise soit passée par là. Toujours est-il que en fait, ça peut créer éventuellement une barrière à l'entrée. Donc, il y a des enjeux de diffusion qui sont encore plus prégnants en fait finalement que dans des offres, on va dire en ligne gratuites. Donc, justement, là, je vais me tourner plutôt vers Patrick. Comment vous envisagez et comment a été développée finalement la diffusion auprès du grand public et auprès des scolaires de ces visites en ligne à distance, notamment au vu de leur aspect payant? Alors, toute la phase expérimentale, hein, jusqu'au 15 avril, c'était gratuit, hein, puisque le principe d'une expérimentation, c'est qu'on peut échouer. D'ailleurs, un certain nombre de visites qui ont été, qui ont été ratées, hein. C'est le principe de tester et d'apprendre. Donc, il n'était pas question de faire payer en phase expérimentale. Et comme en plus, nous avons demandé, surtout du côté des scolaires, une forte participation des enseignants, ce n'était pas envisageable. Donc après, au niveau de la diffusion, lors d'expérimentation, nous avons tout bêtement demandé aux visiteurs combien ils étaient prêts à payer. Nous avons fixé des prix. Depuis le 15 avril, nous sommes donc en mode payant pour tous les publics. Et alors comment après, donc c'est payant, donc il y a des gens qui achètent, ce qui est une bonne nouvelle. Alors ça dépend évidemment, ça dépend des segments, hein, puisque nous avons les scolaires en France et à l'étranger. Donc, sachant que les scolaires en France, en fait, ce que nous avions vu, et que ce qui confirme depuis que c'est en mode payant, c'est-à-dire que une classe est plus prête à payer, plus elle est loin du monument, plus elle est prête à payer, voilà, et plus la propension à payer augmente. Pour les individuels, c'est exactement pareil, voilà. Alors, pour les groupes constitués, ce n'est pas vrai. Pour les CE, qui est le segment qui marche le mieux et qui n'est pas du tout impacté par la réouverture, il faut être honnête, ça marche, il n'y a pas de problème. Pour les EHPAD aussi. Alors, pour comment nous diffusons, aujourd'hui, nous diffusons essentiellement via notre site web et nos réseaux sociaux, sachant que nous sommes en train de voir comment nouer des partenariats aussi. Donc ça, j'y reviendrai un peu plus longuement après sur une autre question sur la pérennisation, parce qu'effectivement, qui dit création d'une nouvelle offre en ligne dit aussi donc exploitation et diffusion. Donc ça, on pourra y revenir dans les conditions de la pérennisation que vous envisagez. Concernant Scarlett, là aussi, même question, en fait, comment envisagez-vous, enfin, avez-vous envisagé la diffusion en fait de ces cours en ligne, et éventuellement comment par la suite vous souhaitez diffuser, essayer d'améliorer en fait finalement cette visibilité? Alors, concernant les cours d'histoire de l'art, donc c'est une diffusion qui est restreinte, qui est accessible donc les cours sont disponibles à l'unité, au semestre, à l'année. Donc, on souhaite conserver cette diffusion restreinte aux membres qui payent leur accès. Et concernant les coûts, les mini-sites, qui s'appellent mini-sites, on est plutôt sur une diffusion très, très, très ouverte, puisque complètement gratuite, un accès complètement gratuit, et puis donc qui fait partie de la communication aussi autour de l'exposition. Et ce sont aussi des dispositifs qui sont présentés dans les expositions, vraiment physiquement, c'est-à-dire qu'on a à l'endroit opportun, on a un texte et un QR code qui permettent d'accéder à ce site. Donc, à la fois, il est disponible sur tous les supports diffusés par le musée, Paris Musée, sur toute cette communication digitale faite autour de l'exposition. Et d'autre part, il est vraiment physiquement présent dans l'exposition par sa mention et l'accès en flash code.
Alors, je me permets de continuer avec vous, Scarlett, concernant le retour des publics que vous avez eu en fait sur ces deux offres, peut-être déjà sur les cours en streaming. Quels sont donc Présentés dans les expositions, les vraiment. retours que vous avez? On a Euh, une je pense que quelqu'un a laissé brancher son micro. Donc, déjà peut-être dans un premier temps, effectivement, si vous voulez revenir sur les retours des publics en fait en termes de streaming de ces offres de cours, et puis après peut-être quelques premiers chiffres ou quelques premiers retours peut-être sur les doubles numériques pour les expositions. Oui, alors pour commencer sur les Paris de l'Art, ce qui est bien, c'est qu'on a un recul par rapport à la saison qui a commencé donc en septembre. Il y avait 26 séances, si je ne me trompe pas, donc toutes les semaines qui ont été captées au Petit Palais. On termine là la fin de la saison ce mois-ci. Et par rapport à 80, enfin, moins de 100 auditeurs, on a beaucoup plus d'auditeurs euh, virtuels parce qu'on a plus de capacités virtuelles. Donc, dès la fin 2020, on avait 500 abonnements annuels, donc des personnes qui accèdent à tous ces cours à distance. Et on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas tant de personnes qui sont situées en Île-de-France. On a eu la possibilité de savoir où est-ce qu'ils se situaient. Donc, bien sûr, c'est un public francophone puisque les cours sont en français, mais on a quand même des visionnages en France dans des régions on ne sait pas encore. On n'explique pas pourquoi dans certaines régions il y a des pics d'abonnements et de consultations. Le bouche à oreille certainement. Et on voit aussi qu'on a des consultations en Chine et au Canada. Donc, public certainement, auditeur certainement francophone. Mais vraiment, on touche plus loin que les 180 visiteurs qu'on pourrait avoir si on n'était pas en phase restreinte. Alors, on a été vraiment à moitié moins en capacité sur les premiers mois de septembre jusqu'à ce que nous fermions totalement. Donc, c'est beaucoup plus, ça nous permet de diffuser vraiment de manière beaucoup plus large et puis de toucher beaucoup plus de personnes en nombre. Et c'est le but aussi, c'est de diffuser aussi la connaissance et autour des collections des musées de la ville de Paris, des collections municipales. Et côté double numérique ou mini-site pour les expositions, est-ce que, alors c'est un peu récent hein, avec On le n'a pas de retour. recul, oui, tout à fait. Exactement, c'est qu'on n'a pas de recul puisque Volard, pour l'exposition édition limitée qui a pu ouvrir très récemment, bien qu'elle ait été programmée au mois de janvier, et puis les Alberts même qui n'est pas encore sortie, qui a été reprogrammée pour la rentrée. Donc malheureusement, on n'a pas encore de recul. Néanmoins, on sait dès maintenant que nous prévoyons de le mettre en place sur d'autres expositions, notamment des expositions à venir au musée Carnavalet. On a déjà en tête vraiment un pendant. Alors là, on aurait le dispositif présent sur place, mais aussi en ligne. Donc là, ce serait vraiment le double. Non, enfin, ce ne serait pas son remplaçant, disons, mais ce serait vraiment le double numérique présent sur place et à distance. Et ça, c'est assez rare. On l'a fait il y a quelques années pour l'exposition Liuno, L'homme des foules au musée de Tchernouski, c'était à peu près en 2017-18, mais nous ne l'avons jamais refait depuis. Généralement, on avait tendance à distinguer sur place et à distance. Là, on est en train vraiment de travailler sur un accès identique, finalement, adapté, mais d'évaluer justement ce que nous devons adapter, mais d'essayer de se rapprocher de plus en plus de tout ça. C'est aussi une question de fluidification des flux de visiteurs sur place. Puisque les tables tactiles représentent un temps de consultation important. Et donc, pour permettre aux visiteurs de découvrir la table tactile, mais de pouvoir lui permettre, s'il n'a pas le temps de tout faire, parce qu'il faut aussi libérer une exposition qui peut avoir beaucoup de succès, ça peut lui permettre de le rassurer et puis de lui donner vraiment accès à cette connaissance. Tout ce travail qui est mené, c'est important qu'il soit consulté s'il le souhaite, donc qu'il puisse être consulté.
Merci. Ce qui est marquant effectivement dans votre témoignage, c'est peut-être deux points sur finalement la tension ou l'équilibre qu'il peut y avoir entre activité en ligne et activité physique. C'est d'un côté des cours en ligne qui permettent d'élargir et de diffuser plus largement, notamment dans des régions donc plus lointaines que la région parisienne, ces cours, et donc accélérer leur diffusion. Et de l'autre, la potentialité offerte par le numérique pour pouvoir aussi enrichir finalement ce qu'on pourrait appeler le continuum de visite avant ou après la visite pour la prolonger. Donc c'est en ça où on a des équilibres qui peuvent être assez vertueux. Côté Patrick Bergeau, donc côté CMN pour les visites guidées à distance, on a commencé à esquisser quelques retours des publics. J'ai pu évoquer quelques chiffres, donc 161 visites scolaires, 2500 élèves qui ont été regroupés dans le cadre des expérimentations, 29 visites grand public, soit 1600 visiteurs. Ça, c'est plutôt pour la partie chiffres. Vous avez commencé à esquisser aussi des retours qualitatifs. Est-ce que vous pourriez nous donner en fait, voilà, quelques les grandes tendances, les grands retours en fait, qu'ont pu vous faire les publics sur ces visites guidées à distance dans cette période d'expérimentation que vous avez menée? Ah, le micro, Patrick. Oui, alors déjà, effectivement, hein, c'est ce qu'on voit, ce que je dis, hein, c'est que c'est un moyen de diffuser vraiment, de toucher des publics très distants, puisque pour les visites scolaires, hein, nous nous en avons fait dans le monde entier. 76% des visites ont été faites avec des classes qui n'auraient jamais mis les pieds dans le monument, et certaines dans des monuments. Enfin, c'est les retours que nous donnaient les élèves et les parents d'élèves. C'est super, ça m'a permis de découvrir un monument que je ne connaissais pas. Et j'irai le voir quand ça rouvre, ce qui est quand même un des buts. Donc ça, c'est très... Et pour les individuels aussi, ce qu'on a vu, c'est qu'il y a un tiers des visiteurs numériques qui, en fait, ne sont pas familiers du tout des visites patrimoniales et in situ. Ça, c'est intéressant. Alors, ce qui est intéressant, c'est que quand nous avons fait aussi des tests avec les CE, qui avant faisaient des conférences physiques, se sont rendus compte qu'en passant, je veux dire, en numérique, ils ont triplé leur audience. Parce que pour les salariés, c'est très pratique, ils font ça depuis leur poste de travail et c'est super. Voilà. Au niveau de la satisfaction, oui, bon, il y a 97% de satisfaction. Alors, depuis qu'on est passé en payant, j'avais un peu peur que ça baisse. Non, on est à 98%. Donc, ceux qui achètent sont très satisfaits. C'est une bonne nouvelle. On voit aussi que, par exemple, la première école qui a acheté quand on est passé en payant, c'est un lycée plutôt de Seattle. Donc, on voit vraiment que la question de l'éloignement a beaucoup à voir avec l'attractivité. Après, le retour qui ont été faits pour être plus qualitatif. Donc, le premier retour, c'est que il faut que ça marche techniquement. Quand il y a des retours, des critiques, c'est évidemment sur la qualité d'image, ça pixelise, l'image est pas bonne, le son est pas bon, etc. On n'a pas le choix, faut que ça soit bon, et il faut que ça soit simple à utiliser, rien à installer, etc. Encore plus dans les établissements scolaires, parce que au-delà du prix, un des gros freins dans la diffusion auprès des établissements scolaires, c'est tout bonnement l'équipement informatique. Nous avons plusieurs monuments qui ont reçu des demandes d'établissements et qui n'ont pas pu les satisfaire parce que les établissements n'étaient pas équipés, tout simplement. Voilà, n'avaient pas des connexions Internet suffisantes. Donc ça, c'est vraiment il faut régler ces problèmes techniques, c'est le premier chef. Après, ce qui est le plus apprécié, c'est l'aspect médiation, c'est la médiation humaine. Nous avions essayé plusieurs formats en se disant, voilà, on va trouver un format qui est mieux que les autres, on va s'arrêter là-dessus. Et ce que nous avons vu, c'est que finalement, et c'était intéressant aussi d'interviewer ceux qui avaient testé plusieurs formats, c'est pas tant le format qui compte que c'est-à-dire la médiation humaine, avec des attentes différentes, sans surprise selon les cibles, évidemment. Typiquement, les élèves ont envie de quelque chose où ils s'amusent. Voilà. La visite que les élèves ont publicité n'est pas la même que celle que les enseignants ont publicité. Voilà. Les enseignants ont envie que leurs élèves soient actifs, qu'ils apprennent des choses. Voilà. Les visiteurs ont envie de se cultiver, de découvrir des endroits, les visiteurs individuels inaccessibles, des choses comme ça. Tout le monde a envie d'avoir un médiateur qui les tient en haleine. C'est des choses comme ça.
Bon, bah, écoutez, effectivement, fort ces riches retours de l'expérimentation. Peut-être une question, en fait, voilà, pour ouvrir un peu sur la suite. Comment est envisagée en fait la pérennisation de ces offres avec la réouverture relativement récente des monuments au 19 mai? Donc, quels sont les grands enjeux, les grands défis auxquels potentiellement le CMN doit répondre pour pouvoir en fait diffuser et vraiment faire de cette offre une offre à part entière en lien avec la visite physique. Les enjeux, alors il y a plusieurs enjeux. Il y a un enjeu de communication. Euh, euh, donc auprès des scolaires, donc pour ce qui est des scolaires à l'étranger, comme les réseaux scolaires étrangers sont structurés, donc l'enjeu c'est de signer des partenariats avec les réseaux scolaires à l'étranger. En France, la difficulté c'est que il y a très peu de rôle institutionnel dans l'éducation nationale, ce qui veut dire que la diffusion repose surtout sur le bouche à oreille. Et idéalement, il faudrait toucher chaque enseignant, ce qui n'est pas forcément simple. Auprès du public individuel, c'est pareil, il y a vraiment un enjeu de communication et de diffusion, et aussi d'arriver à trouver en fait quel est le public, de choisir le public. Auprès du public individuel, nous considérons que nous sommes toujours en phase d'expérimentation parce que nous essayons divers créneaux. Nous avons essayé des familles. Bon, les familles sont surprises, on voit que ça marche mieux un mercredi après-midi quand il pleut. Les salariés, comme je l'ai dit, ça marche mieux entre midi et 14 heures. Les publics plus âgés, ça marche plutôt mieux en fin d'après-midi pour les publics francophones en France. Nous avons énormément de demandes de l'étranger. Alors, l'étranger pose des problèmes de langue, surtout que ceux qui sont... Ah, j'ai l'impression que nous avons perdu Patrick. En tout cas, voilà ce qu'on a pu entendre hein, par rapport à son témoignage. Il y a peut-être trois enjeux principaux. C'est tout d'abord en fait la nécessité d'avoir des relais pour pouvoir en fait pérenniser ces offres, donc de pouvoir les diffuser facilement, Oui, donc relais institutionnels. C'est aussi en fait d'adapter la temporalité finalement de ces offres-là par rapport à oui, des visites classiques. tout à fait. Donc Je suis revenu. vous êtes revenu? Ouais, je suis revenu. Ouais. Ok, bon, bah donc, je rebouclais par rapport à ce qui avait été dit, effectivement, donc enjeu vis-à-vis des relais, enjeu vis-à-vis de aussi la temporalité, où finalement, il y a peut-être des créneaux, en fait, il y a des créneaux à articuler entre les visites en ligne et les visites in situ, qui ne sont pas forcément les mêmes d'ailleurs, notamment quand vous travaillez avec l'international. Et puis, il y a un enjeu sur le format, donc je vous laisse poursuivre et je ne traduis pas forcément ce que vous pouvez. Euh, donc, Non, non, c'est tout à fait ça. Pour l'international, il y a le problème de la langue et effectivement le problème de fuseau horaire, puisque quand on s'adresse à l'international, la différence, quand ils viennent dans nos monuments, ils sont chez nous, ils ont fait le déplacement. Quand on est à l'international, on va chez eux. Et c'est vrai que nous avons des demandes de visite à 23 heures ou à 6 heures du matin, ce qui pose là des problèmes plus de ressources humaines, évidemment. clairement. Et Scarlett, alors, en guise d'ouverture, quels sont qu'est-ce qui, quels sont les enjeux en termes de pérennisation, puisque vous comptez effectivement poursuivre donc l'exploitation de ces cours à distance en streaming jusqu'au 31 août 2022. Comment, en fait, avec une jauge qu'on espère en fait de plus en plus conséquente physique, vous allez pouvoir poursuivre cette diffusion? Oui, donc on prépare la quatrième saison. La quatrième saison des cours d'histoire de l'art. C'était la première en streaming, mais la quatrième des saisons commence. Donc avec, on l'espère, donc du public en présentiel et puis des auditeurs en ligne. Donc on est en train de préparer, comme l'année dernière, les captations de l'année prochaine, la programmation et les captations. Donc on sera sur le même modèle. On va permettre aux auditeurs d'accéder à ces cours. On continue de donner accès à cette saison en cours, hein, jusqu'en effet, jusqu'à un an après la fin, en fait. C'est ce qu'on s'est dit.
pour ça qu'on est sur le mois d'août 2022. Et je pense qu'on va partir sur ce même modèle-là également pour la saison qui commence. Donc, on continue comme sur cette même lancée pour les cours d'histoire de l'art. Et puis pour les expositions, comme je vous le disais un petit peu tout à l'heure, les expositions aujourd'hui, là on était sur un modèle pendant un an où on construisait des dispositifs en ligne, essentiellement, je dirais, en remplacement de l'impossibilité, face à la difficulté de toucher du tactile dans les expositions. Mais là, on est en train de concevoir cette double offre numérique, de médiation numérique sur place et à distance sur les prochaines expositions, dont par exemple des expositions Carnavalet. Il y aura d'autres musées concernés, d'autres expositions concernées. Donc, voilà, c'est le cap. Donc on passe finalement de la substitution à la complémentarité. Tout à fait. C'est intéressant de voir effectivement comment ces offres se déploient et se pérennisent. Ce que je vous propose désormais, c'est de passer en petits groupes où on va pouvoir, il y a eu de nombreuses questions qui ont été donc notamment posées dans le chat. Donc, ça sera l'occasion de pouvoir y répondre, de pouvoir partager aussi des retours d'expérience d'autres institutions ou d'autres partenaires d'institutions qui ont pu collaborer à la création de ce type d'offres dans les derniers mois. Donc, ce que je vais vous proposer, c'est effectivement de passer 10 minutes dans un premier groupe pour passer en revue peut-être d'autres initiatives et répondre à vos questions, à des questions peut-être plus pointues que les groupes pourraient avoir. Et puis après, on aura un deuxième temps de partage donc 10 autres minutes, où on pourra réfléchir aux bonnes pratiques, finalement, aux implications que nécessite finalement la pérennisation de telles offres.